Bonjour à vous. À qui appartient votre corps? À qui appartiennent nos corps aujourd'hui? On se rend compte qu'on subit des pressions, des injonctions, des obligations, entre guillemets, même si on va voir que le libre arbitre et le choix jouent encore une place fondamentale dans ce qui se passe, même si ça semble restreint. Mais la question que je voudrais développer, c'est celle qui va occuper une série de plusieurs vidéos qui va s'étaler jusqu'à la fin de l'année, je pense. Ça va être sur le rapport au corps. Voilà, ça fait plus d'un an que je prépare cette série, cette vidéo un peu introductive. Je la publie plus en avant que le mois de septembre parce qu'il y a une forme d'imminence, d'actualité à la publier et on est tous convoqués à exercer une réflexion sur notre rapport au corps, sur notre souveraineté personnelle, sur qui pilote l'organisme qui nous sert à fonctionner. Alors voilà, si ça vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de ces vidéos, puis évidemment à partager, parce que le but c'est d'éveiller un petit peu des réflexions pour que la fatalité de l'actualité n'aille pas de soi et ne s'impose pas au-delà de toute volonté personnelle. Puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'en définitive, c'est plutôt le politique avec un grand P et le patronat avec un autre grand P qui décide de notre corps. On le voit avec les décrets, les projets de loi ou les décisions qui peuvent être imposées, qui ne sont pas encore vraiment légales, qui sont en marge de la Constitution européenne, qui sont peut-être validées au niveau, on va dire, de certaines institutions. Mais il y a des brèches qui se créent et donc il faut en profiter pour que notre esprit se dise « Attends, il y a peut-être un problème », c'est de revenir un petit peu à une réalité moins angoissante, moins terrifiante même, pour se poser la question « Mais qui est responsable du corps que j'ai hérité, dont j'ai hérité en naissant ?» Parce qu'on voit bien que les décisions politiques, c'est « Tu appartiens à telle catégorie de la population, eh bien, tu dois ». Subir cette injection. Par exemple, tu es soignant, tu es aidant, tu accueilles du public, tu es hôtesse de caisse, voilà, tu es serveur, tu es restaurateur, tu dois avoir cela. Et si tu n'as pas cela, ton corps, tu ne peux pas le mettre à tel ou tel endroit. Et donc là, on se pose la question, mais à qui appartient ce corps? Est-ce que je peux avoir une souveraineté? Donc là, évidemment, les principes d'équité, d'égalité, de fraternité même, parce qu'on la met à mal, et de liberté de circulation ne sont plus possibles. Alors, le Conseil constitutionnel nous dit oui, on peut piétiner la Constitution dans des circonstances extraordinaires, par exemple comme une épidémie où 99,95% de la population pourrait sortir indemne si elle était contaminée. Donc, cette circonstance exceptionnelle, gravissime, autorise le fait que nous ne soyons plus souverains ou maîtres de nos corps, a priori, puisque évidemment le but de cette vidéo c'est de faire comprendre que nous devons et nous pouvons rester souverains et décisionnaires, et je dirais même que c'est un devoir, c'est pas une possibilité, et lorsqu'on abdique, lorsqu'on dit bah oui j'ai pas le choix, c'est assez grave. Alors je ferai une autre vidéo que vous retrouverez juste après sur cette notion de choix, je vous invite à la suivre, c'est des deux vidéos qui vont ensemble évidemment. Alors le politique, en effet, par des décrets, par des lois, alors, qui vont être votées à 22 h un samedi soir, par 80 députés, et puis si ça ne suffit pas, si ce n'est pas ce qu'on veut comme vote démocratique, eh bien on refait voter 8 heures après, un dimanche matin, à 5-6 heures du matin, en plein mois d'août, et puis ça passe. C'est formidable, donc on dit que c'est la démocratie, on dit que le politique, nous avons abandonné à quelques dizaines de personnes nos droits de corps. Et le politique décide aujourd'hui ce qui est bon ou pas pour nous et ce que nous devons faire subir à notre corps. Alors tantôt ce sera du glyphosate, tantôt d'autres pesticides, d'autres perturbateurs endocriniens, et puis là c'est une injection, pourquoi pas. Une obligatoire, 11 obligatoires, 12. On peut y aller. Donc ça, ce sont des décisions politiques. Alors bien sûr, le prétexte c'est de s'appuyer sur du sanitaire, évidemment, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais on n'est plus responsable, a priori, de nos corps. Et ça, c'est un vrai problème, et c'est un problème de conscience morale, collective et individuelle qui se pose à nous. Et puis, il y a surtout le fait économique, que j'appelais du patronat, mais le fait économique vient s'immiscer dedans. Et vous avez par exemple Elisabeth Borne, la ministre du Travail,
qui elle nous a dit que si certains salariés ne respectaient pas cette obligation d'injection, eh bien il y aurait rupture du contrat de travail. Or, rupture du contrat de travail, c'est un défaut du salarié, donc ce n'est pas un licenciement. Donc ça ne donne pas droit aux indemnités chômage. Donc, si on vous dit, selon la loi, que vous devez vous faire injecter une substance qui est en phase test 3 jusqu'en 2022 ou 2023, si vous refusez d'être cobaye, c'est clairement ça, eh bien vous vous retrouvez au chômage sans indemnité. Alors ça questionne parce que là on est ni plus ni moins dans l'esclavagisme. Tu dois, si tu ne fais pas, tu dégages. Donc l'esclavage moderne du capitalisme, à ceci près que l'esclave d'il y a encore quelques années, c'est une comparaison un peu taquine que je fais, il n'était pas obligé de se vendre constamment. Là, la personne va devoir se revendre derrière, sachant que son futur esclavagiste va regarder où en sont ses papiers sanitaires. Voilà, ce qui semblait hors de propos il y a encore quelques mois, et là, ce qui va sembler évident, vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas travailler avec nous. Donc, est-ce que c'est entendable? Et moi, ce qui m'avait choqué, il y a quelques mois, le grand cuisinier Philippe Etchebest avait dit, bien sûr que pour ouvrir les restaurants, je vais me faire injecter, et dès qu'on le pourra, on fera injecter notre jeune personnel. On fera, comme si c'était du bétail. Mais, cher Philippe, tu peux posséder des murs, tu peux posséder des restaurants, tu peux posséder des recettes, tu peux posséder des titres, mais tu ne peux pas posséder des gens. Donc on va les faire vacciner. À la limite, dans la société dans laquelle on vit, tu peux le dire d'un chien ou d'un chat domestique, je vais faire vacciner mon chien ou mon chat, mais tes employés, ce n'est pas tes choses. Je ne sais plus où en est la législation française, je crois que les animaux sont encore considérés comme des objets. Bref, donc peut-être qu'on va changer au niveau constitution, peut-être que les individus seront considérés comme des objets d'un point de vue légal, et puis que Philippe, tu pourras dire en effet, je vais faire vacciner mes objets employés, serveurs, commis, etc. Mais il y a un problème de sémantique, mais c'est-à-dire que cet abus de langage traduit bien une situation où moi politique ou moi patron, j'ai l'emprise sur toi et je décide en fait. Parce que tu es du petit peuple, tu es du petit personnel, du menu frottin absolument remplaçable, donc je m'en moque de tes compétences. Tu as un passeport, tu as une injection, tu peux me rendre service, sinon au revoir. Donc il n'y a plus d'humain, et il n'y a plus autre que la considération du tampon que je vais pouvoir mettre ou pas. Et bien sûr au niveau de la santé de tout le monde. C'est sûr, quand bien même, il n'y a pas de preuve pour la diminution des contaminations et autres, bien au contraire, je pense que toutes les études démontrent l'inverse. Mais c'est-à-dire que je ne te considère même plus comme un humain ou un collaborateur, je te considère comme une personne sur laquelle j'ai un ascendant. Et donc, je peux exercer un pouvoir sur toi. C'est-à-dire, tu ne te fais pas injecter, je romps ton contrat et tu te retrouves sans travail et sans indemnité. Donc avec 300-400 balles par mois pour quelques millilitres d'une petite injection qui, a priori, ne fait pas de différence au niveau de la possibilité d'être contaminé ou de contaminer les autres. Voilà où on en est. Donc, cette vidéo, c'est pour dire halte au feu. Nous sommes dans la folie la plus complète. Nous arrivons dans une société d'esclaves où le corps appartiendrait à d'autres entités que notre propre conscience. Et puis surtout, nous avons un libre arbitre, celui de dire non. Alors bien sûr que ça ne va pas être évident, parce que là nous sommes face à un déferlement de procédures, de peur, d'injonctions, de pression, de coups de bluff. Si vous n'êtes pas seul avec cette réflexion, vous pouvez vous allier à d'autres personnes qui croient être seules face à cette adversité titanesque. Et donc, il y a forcément des avocats, des juristes qui peuvent vous aider, des comités, des associations, des groupes qui ont les mêmes problématiques que vous et qui veulent se défendre. Le but, c'est de tenir ce rapport de force qui ne repose sur rien. Alors on pourrait dire, il y a le texte machin, et la morale dans tout ça. Donc cette opportunité, c'est de nous dire, ce système complètement technocratique, totalement oligarchique, totalement ultra-libéral et capitaliste, qui voit le corps comme une marchandise,
aujourd'hui, c'est de reprendre sa souveraineté et se dire stop, là il y a une limite que je ne souhaite pas dépasser. Et puis, quel que soit le rapport de force politique, économique ou dans mon contexte de travail, j'ai la possibilité de dire non. Et c'est absolument horrible de devoir être soumis à une obligation pour continuer d'être en lien avec l'autre ou de pouvoir travailler. On peut être pro ou anti-injection, moi je m'en fous, c'est pas ça le débat. Le but c'est de pouvoir choisir. Or là, la plupart des gens qui choisissent, qui font le choix de subir une injection, justement, c'est pas vraiment avec un vrai consentement. Déjà l'information est déficiente, parce qu'à part les études des labos qui injectent, il n'y a pas grand chose pour le moment, c'est en phase test. Et ensuite, c'est fait par la contrainte et le chantage. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça, tu n'auras plus ça, tu auras moins que ça, tu pourras perdre ça. Il n'y a pas grand-chose à gagner, si ce n'est ce qu'il y avait déjà avant. Donc c'est en fait de la perte. Donc c'est du chantage, c'est aussi une forme de manipulation perverse. Un enfant, on lui dit, quand quelqu'un te fait du chantage, tu ne rentres pas dans son jeu. Alors je nous invite, nous adultes, à avoir des réflexions et des positionnements enfantins, on va dire. Si on truque le jeu, on ne joue pas, on ne joue plus, et on décide de devenir, ou de redevenir, peut-être qu'on a trop délégué justement ce corps-là, et que c'est le continuum. Je pense que c'est cela, de mon point de vue. Je pense qu'à trop avoir délégué, et ne pas avoir réfléchi, puis à se dire, bon, c'est bon, naïvement, on veut mon bien, aujourd'hui, on se retrouve pris dans un étau, et la marge de manœuvre est extrêmement étroite, parce qu'on a abandonné beaucoup de terrain, et simplement, le politique et l'économique se sont engouffrés là où nous avons abandonné l'espace, ou là où nous avons reculé. J'en profite pour raconter une petite anecdote qui m'a beaucoup marqué et beaucoup aidé. C'était il y a une quinzaine d'années. J'ai pratiqué le Wing Chun Kung Fu, qui est une variété de Kung Fu essentiellement basée sur le point. Et mon instructeur de l'époque, qui avait aussi la particularité d'être maître yogi, faisait du yoga du froid, docteur en biologie, bref, c'était quelqu'un qui réfléchissait sur le vivant de manière assez large, Benjamin André, pour ne pas le citer. Et donc, il me met au centre du tatami, il me met la main sur le thorax et il me pousse. Et moi, je recule. C'est l'instructeur. Je réponds à sa pression. Et il m'amène jusqu'au mur, à plusieurs mètres, je ne sais pas, 7-8 mètres. Puis il me dit, ah bon, t'es du genre à te laisser repousser quand on appuie. Ça a été une grande source de réflexion. Une expérience de 15-20 secondes qui m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Au nom de quoi, en fait? Au nom de quoi je l'ai laissé exercer une pression? Elle était douce, elle était appuyée, mais j'avais juste à résister, à me positionner, à garder la position et à ne pas le laisser avancer, bien au nom de quoi je reculerais. Parce qu'il était instructeur, parce que c'était mon premier cours, parce que j'étais vierge de tout concept. Pourquoi en fait? Et après, il m'a fait travailler beaucoup, moi comme les autres, sur le rapport au corps. Et l'avantage de cette boxe, c'est qu'on tape et qu'on doit porter le coup. Voilà, sur l'autre, notamment sur le thorax. L'autre doit ouvrir pour se laisser frapper et atteindre par le coup. Puis se rendre compte qu'en fait, c'est la partie la plus protégée du corps. Le corps est bien fait, donc les organes vitaux sont bien protégés. Et pour péter un sternum, il faut y aller costaud. Et bien, c'était tout ce rapport-là au corps qu'il développait dès le départ. Au départ, le rapport à la douleur, qui est différent de la souffrance, le rapport au positionnement, le rapport à l'autre pour faire attention de ne pas le blesser. Et bien là, je trouve que nous en sommes dans la même situation. Nous avons deux entités économiques et politiques qui poussent, et libre à nous de reculer ou pas. C'est un positionnement du corps, évidemment, puisqu'on vient d'en parler, mais c'est un positionnement surtout de l'esprit au départ. Donc je nous invite à réfléchir sur le champ qu'on laisse et qui on laisse exercer une pression sur nous, et est-ce qu'on va les laisser avancer, ces personnes-là? Est-ce qu'elles sont mues de bonnes intentions? Est-ce que notre corps, pour eux, signifie quelque chose de sacré, comme ça devrait l'être? Merci à vous pour votre attention, j'espère que ça a nourri certaines de vos réflexions. Je vous invite à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner pour suivre les contenus qui vont arriver. À très vite.